Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants à Vierzon, toujours dans le week-end constituant. Ce soir, on va parler théorie économique avec deux collègues. Bonsoir citoyens. Bonsoir citoyens, bonsoir citoyens. On va parler théorie économie, on va parler Keynes, on va parler marxisme, on va parler de plein de choses. Ouais. Et surtout, c'est vrai que pour la majorité des gens, on n'y comprend rien. Enfin, c'est un gros bouli-boulga, quoi. Oui, c'est ça. Et ils vont essayer de nous expliquer un petit peu ça avec des mots un petit peu plus simples, un petit peu moins pédants, des choses plus compréhensibles, histoire qu'on puisse après avoir des pistes de réflexion là-dessus. Ouais, parce qu'on va essayer tout de même de faire quelques plaisanteries, parce que évidemment quand on dit économie, c'est un peu comme quand on dit mathématiques, où il y a un certain nombre de gens dans la population qui sont traumatisés des mathématiques. On a aussi détraumatisé l'économie, mais parce que l'oligarchie a tout fait pour rendre abscon un truc vachement simple qui s'appelle l'économie. Donc on va essayer de faire un certain nombre de blagues pour faire passer un certain nombre de choses. Et c'est important que les gens essayent de dire ok, je vais comprendre ce soir, c'est bon. Parce que quelque part on se fait enculer par les théories économiques. Et ça serait bête d'écarter les fesses, quoi. Oh là, d'accord. Voilà, c'est très simple. Donc en fait c'est fondamentalement simple. On va prendre le temps et même si on parle de mots comme dette, inflation, taux d'intérêt, il faut pas panique. Voilà. D'accord, ok. On va y aller doucement. On va aussi parler des boulangers et des hélicoptères. Voilà, exactement. Voilà. Ok, ça et c'est. D'usines d'épingle. Voilà. Et est-ce que alors on nous demande est-ce que. De sexe et de statistiques. Si tu veux bien le live, on va y être. On va en parler. On va parler de sexe et de statistiques dans le live, ok. Ouais. Donc voilà. Il y a Herman comme on dit chez moi. Style comme on dit chez toi. Ok, donc là il y a apparemment un Alsacien et un Breton qui sont en train de copiner autour d'une chopine. Mais on est fait pour s'entendre. D'accord, ok. Si on s'engueule, c'est normal. D'accord, ok. On va essayer d'y aller doucement au niveau économie et on va parler de quoi? Donc du keynésianisme, c'est ça. On va parler du marxisme. On va parler de quoi d'autre? Du libéralisme. Du libéralisme, parce qu'on entend néolibéralisme, etc. Ultra-libéralisme. Ultra-libéralisme classique. Méga libéralisme ou pas? Non, méga, non, pas encore. Et libéralisme. D'accord, je sais pas. Giga, et voir la différence entre capitalisme et libéralisme aussi. Exact, ça c'est vrai. Parce que à l'AG des AG à Saint-Nazaire, il y avait une mention que, des gars, j'allais dire, un petit peu idéologisés ultra-gauche avaient passé anticapitaliste. Et évidemment, ça bloque parce que sur les ronds-points, il y a plein de gars qui sont des petits patrons dans le bâtiment ou dans l'agriculture ou la restauration. Et eux, c'est des petits patrons, donc c'est des capitalistes aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les grosses boîtes du CAC 40, avec Vinci ou Monsanto, quoi. Il y a rien à voir. Donc c'est pas anticapitaliste, c'est antilibéralisme ou anti-ultralibéralisme. Il y a une chose déjà très simple pour comprendre un peu les différentes théories économiques qu'on est pour, qu'on est contre, qu'on n'ait aucune idée là-dessus. C'est généralement le rôle de l'État. En gros, si on prend les trois tenants des théories économiques dominantes actuelles qui sont discutées dans les grandes écoles, c'est Adam Smith qui nous dit, donc là on est fin du XVIIIe siècle en Angleterre, il nous dit l'idéal c'est zéro État, c'est le marché, l'offre, la demande et la République universelle des marchands. Oui, il utilise cette expression, République universelle des marchands, zéro État. République universelle des marchands. Pas des producteurs, des marchands. Donc ça, c'est Adam Smith, c'est ça? Ouais. Et c'est anglo-saxon, c'est... Voilà. D'accord. C'est un bouquin qui s'appelle De la richesse des nations. Il ne faut pas le lire, c'est nul. Mais en fait, en gros, voilà. Ça sent un peu le nouvel ordre mondial, ça, non? Attends, on va pas trop vite. Donc zéro État. Oui. Marx, là on est plus tard, on est au 19e siècle. D'ailleurs, il écrit principalement ses théories aussi en Angleterre. Mais Marx dit en gros, lui, c'est l'État total, c'est-à-dire collectivisation des moyens de production. Et l'État même s'occupe en fait de l'ensemble l'État devient propriétaire des outils de production, propriétaire des usines, propriétaire de la moindre boulangerie. Voilà, et du moindre restaurant, ce qui fait que c'est dégueulasse et qu'on a des cafétérias dégueulasses. Et on revient à Keynes, là on est des années 1930, il fait connaître parce qu'il pond une théorie qui s'appelle la théorie générale de l'intérêt, de l'emploi et des prix. Voilà. Et en gros, lui ce qu'il nous dit c'est un micmac. Voilà, sur l'État, c'est l'État doit intervenir, mais c'est pas l'État total non plus de Marx, quoi. C'est pas la collectivisation des moyens de production, pas du tout. Mais l'État doit intervenir, ça semble pas
comme Adam Smith, libéral. En gros, ça c'est le rôle de l'État. Pour revenir à ce que tu disais sur Saint-Nazaire et opposition patron-ouvrier, c'est souvent le rôle privé, public, le rôle de l'État, plus ou moins d'État, etc. Voilà, en gros, ces trois théories, on pourrait les définir. On va essayer d'aller plus loin en fait que ça, mais comme première approximation en fonction de leur lien avec l'État. Bon, est-ce qu'on va... Et là, il y a quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'on va parler des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a les bons économistes et il y a les mauvais économistes. C'est très simple. Style. Les mauvais économistes. Bon, les amis, nous, on s'associe absolument pas avec ces débordements. Alors, un bon économiste... Un mauvais économiste. Ferme-la. Un bon économiste, il pond une théorie. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est un bon économiste. Voilà, le mauvais économiste. Un mauvais économiste, il pond une théorie. Bah, c'est mauvais, quoi. Voilà, c'est juste mauvais. Mais c'est parce que l'économiste est mauvais. Alors que le bon économiste, pourquoi il pond une bonne théorie? C'est parce qu'il est bon. D'accord, ok, voilà. Merci. Merci pour tout. Merci d'avoir suivi le live. Bon les gars, on va essayer d'être bon économiste. On va essayer d'être un petit peu plus constructif. Ok, on va commencer par quoi? Alors, on va commencer un petit peu par une initiation à l'économie pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Et donc vous expliquer quels sont les trois grands courants économiques, enfin de sciences économiques, parce qu'ils prétendent avoir une science, ce genre-là, oui. Ce qui est tout à fait problématique, sachant que on va parler donc de Smith qui est le fondateur de l'économie libérale, Marx qui est le fondateur de l'économie socialiste, et Keynes qui est le fondateur d'une économie équilibrée justement où il y a une intervention de l'État, mais on laisse quand même la liberté aux acteurs d'exister, d'entreprendre, etc. Et actuellement, on est sous quel système? On est revenu à Smith, c'est-à-dire qu'on est dans une grande régression en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui s'est passé. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est qu'Adam Smith, enfin on va prendre un petit peu le temps. Si. Alors Smith, c'est la théorie du boulanger et la théorie de l'usine d'épingle. Alors l'idée chez Smith, c'est que il faut pas attendre des gens qui soient moralement bons pour créer de la richesse. Pour créer de la richesse, il faut attendre que les gens soient égoïstes. Et c'est l'égoïsme qui crée de la richesse. Donc c'est la métaphore du boulanger. Il dit je n'attends pas de mon boulanger qu'il soit généreux, gentil, bienveillant pour avoir mon pain. J'attends au contraire qu'il soit égoïste, c'est-à-dire qu'il cherche son intérêt à lui, de boulanger. Et son intérêt à lui, c'est quoi? C'est de vendre le maximum de baguettes possible. Pour faire simple, à la française. Chez les Écossais, je ne sais pas comment ça se passait, mais vendre le maximum de baguettes possible. Et pour ça, pour qu'il en vende le maximum, il faut 1, qu'elles soient bonnes, ces baguettes, 2, qu'elles soient pas chères. Et plus il fait du bon, plus il fait du pas cher, plus il y a de gens qui vont lui en acheter. Et plus il va faire de marge, et plus il va gagner d'argent. Donc, pour que le boulanger fasse du bon pain, il ne faut pas qu'il soit gentil, il faut qu'il soit égoïste. C'est son intérêt de faire du bon pain. D'accord. Alors, est-ce que c'est l'intérêt de Findus de faire des lasagnes au cheval, si ça se sait pas? Si ça se sait pas, oui. D'accord. Tant qu'elles sont bonnes. Tant qu'elles ont bon goût et qu'elles sont pas chères. Donc ils nous font bouffer de la merde. Enfin, oui. D'accord. C'est pas pour le bien commun. Là, on est très loin du bien commun. Tant que ça a bon goût et que c'est pas cher, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Toi, tu as acheté tes lasagnes, tu les manges, tu te poses pas la question de ce qu'il y a dedans. Le vendeur de lasagnes, Findus en l'occurrence, lui il est content, il a vendu ses lasagnes et tout va bien. Moulin nous dit Smith, la somme des intérêts privés sont censés servir l'intérêt général. Exactement. C'est la théorie de la main invisible, c'est dans la continuité de cette idée, c'est la théorie de la main invisible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a forcément un équilibre entre l'offre et la demande qui va se faire, c'est-à-dire que tout le monde va obtenir grosso modo ce qu'il veut au prix qu'il veut. Et tout le monde va vendre ce qu'il veut au prix qu'il veut. C'est-à-dire si je veux vendre du Vuitton, je vends du Vuitton, j'en vendrai pas beaucoup mais je les vendrai vachement cher. Oui mais là dis donc, tu es en train de justifier la spéculation sur les grains pendant la Révolution ou les choses dans le genre. C'est-à-dire que les spéculateurs ils ont le droit de spéculer oui. Sur les matières premières, sur les grains, d'affamer des... C'est une justification théorique du fait. Enfin, c'est pour ça que ça va être critiqué par la suite. Ça va être critiqué notamment par Marx et par tout le courant socialiste. Juste si on se fait l'avocat du diable par rapport à Smith, il va dire oui, mais aussi le consommateur, le citoyen, il a son propre égoïsme qui fait qu'il va avoir envie d'avoir des lasagnes de qualité, donc il va être un propre lobby et c'est une lutte entre lobby, etc., avec les égoïsmes individuels derrière. Le producteur et le consommateur. Donc voilà, c'est l'offre, la demande et c'est l'idée folle, mais en tout cas l'idée d'Adam Smith que toute cette main invisible autorégule de manière magique
l'offre et la demande, mais il y a aussi des consommateurs qui sont exigeants. Donc voilà, en gros, Alors, l'avocat du diable, hein. C'est faux, mais bon, voilà. Ça, c'est l'idéologie néolibérale. Non, libéral. Libérale. On est en 1781, c'est de la richesse des nations. Alors, petit aparté, il y a une vingtaine de révolutions dans le monde, conservatrices, pas conservatrices, de droite, de gauche, on s'en fout, mais il y a des gens qui se posent un certain nombre de questions par rapport à l'économie et d'autres choses. Mais voilà, dans ce contexte-là, dans la décennie 1780, sort de la richesse des nations, un pavé de 600 pages que j'ai lu il y a quelques années. Et voilà, et il développe cette théorie-là sur le fond de il y a un théorie des principe évolutions. libéral qui est omniprésent et qui est aussi corrélatif à l'idéologie des Lumières. C'est l'idée que voilà, ce qu'on veut, c'est la liberté, le plus de liberté possible, dans un monde qui était encore pris dans des carcans religieux, des carcans monarchiques, etc. Et puis c'est un Écossais qui écrit ça. Les Écossais avaient la réputation d'être des gens très radins. Ils ont toujours eu cette réputation-là d'être radins. Et donc la question de la richesse et de l'accumulation de la richesse, venant d'un Écossais, donc de l'Angleterre libérale, qui a fait sa révolution au XVIIe siècle, qui a coupé la tête à son roi au XVIIe siècle aussi, les Anglais sont les pionniers en fait. Ils sont vraiment en avance sur tout le reste de l'Europe sur cette question du libéralisme. Puis juste une précision, Adam Smith, il écrit pas juste des bouquins, il travaille aussi à l'Hôtel de la Monnaie. Hein, et franchement, ne lisez pas la richesse des nations parce que un bon tiers, voire la moitié du bouquin, en fait, c'est des parenthèses à foison sur l'histoire de la monnaie, parce qu'il s'y connaît en fait. Il travaille à l'Hôtel de Monnaie. Donc c'est un spéculateur de l'époque. Hein. Voilà, c'est un spéculateur qui écrit une théorie économique. Faut pas non plus l'oublier. D'accord. Et donc on a aussi chez Smith la première élaboration de la théorie de la division du travail, donc la fameuse théorie de l'usine d'épingle. Ouais. Alors explique-nous ça là. Alors le principe c'est, imaginons un homme tout seul qui veut fabriquer une épingle. Une épingle à nourrice. N'importe. D'accord, ok. Donc tout seul, il va prendre sa pioche, il va aller creuser la terre, chercher du minerai, ensuite il va aller fabriquer lui-même sa propre forge pour chauffer le minerai, ensuite il va le fondre, et au bout d'un an peut-être, à force de tout ce travail, il aura fini par faire une épingle. D'accord ? L'idée de Smith, c'est on va diviser le travail. Il y a un gars qui va creuser, il y a un gars qui va faire la forge, il y a un gars qui va faire la finition, et on va même intensifier le truc, on va en mettre 10 qui creusent, 10 qui font la forge et 10 qui font la finition. Avec ce principe-là, tu prends 30 gars, ces 30 gars, au bout d'un an, ils t'auront pas fait une épingle, ils t'en auront fait 100. D'accord. Le principe de la division du travail, c'est que quand tu divises le travail, donc avec des gens qui sont spécialisés dans leur métier, ils sont plus efficaces. Et comme ils sont plus efficaces dans leur métier, ils vont pouvoir produire plus pour le même temps de travail. D'accord. Parce que le principe, c'est que c'est pour le même temps de travail, exactement. Et donc ça, c'est une grande découverte, je dirais, de l'économie libérale, qui est tout à fait respectable par ailleurs, juste en termes de théorie. Excuse-moi de couper. En fait, ça fait plus d'un siècle, quand Adam Smith écrit ça, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont découvert et compris ce principe. Leibniz, qui est un économiste qui a travaillé en France à l'Académie des sciences à l'invitation de Colbert, a déjà développé là-dessus. C'est avant, hein, il est mort en 1715, Leibniz, pour avoir un ordre d'idée, là on est en 1780, avec l'Adam Smith. Et justement, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire le chapitre 1 de la richesse des nations commence là-dessus, et après, chapitre 2-3, on ne parle plus de ça. Il ne tire pas les conséquences de cette division du travail, qui est une vraie découverte, parce que ça pose la question de l'organisation du travail humain. Donc on pourrait imaginer qu'il va élaborer ensuite là-dessus. Rien, chapitre 2-3, ça arrive jamais. Donc en fait, il parle d'une découverte de son époque, ou en tout cas c'est un ensemble de gens qui en parlent, mais il ne tire pas les conséquences, et il fait sa théorie de la main invisible. C'est pour moi la raison pourquoi, dès que j'ai lu le chapitre 2, 3, 4, et que j'ai pas vu qu'il tirait les conséquences de la division du travail, je trouve intéressant, pour l'époque, je me suis dit, ce type est malhonnête. Possible, ou alors il s'intéresse que à l'aspect mercantile et à l'aspect capitalistique, si je puis dire. Et je vais revenir à la question de la main invisible, et du coup ça va nous faire une transition vers Marx. La théorie de la main invisible, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a l'offre et il y a la demande, donc il y a des gens qui ont besoin de pain, il y a des gens qui fabriquent du pain, et à un moment donné, l'idée de la main invisible, c'est que ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la demande et l'offre vont s'équilibrer, et donc les gens qui ont besoin de pain auront suffisamment de pain, et ceux qui produisent du pain produiront suffisamment de pain pour tout le monde. Ils n'en produiront pas plus, sinon ils produiront trop et ça sera des pertes pour leur entreprise. Et ceux qui en ont besoin, ils n'en auront pas trop, qui vont jeter, et qui sera aussi une perte et un gaspillage. Sauf que Smith, alors,
pour du pain, c'est assez simple, mais si tu penses en termes de voitures, en termes de fusées, en termes de missiles nucléaires ou je sais pas quoi, tu t'aperçois qu'il y a des temps de production qui durent. Et puis, à partir du moment où tu penses aussi en termes de vie humaine, eh ben, la théorie de la main invisible ne fixe pas de limite temporelle. C'est-à-dire que on te dit l'offre et la demande vont s'équilibrer un jour. Mais est-ce que c'est maintenant, dans 10 ans ou dans 100 ans? C'est pas précisé. Puis il y a une inertie aussi. C'est que la théorie de la main invisible, elle est vraie. Elle est absolument vraie. Ça va s'équilibrer un jour. Mais peut-être, si ça se trouve, ce sera dans 2000 ans que ça va se passer. Sauf que nous, on est des êtres humains. On vit pas 2000 ans. On vit 80 ans à tout casser. Surtout à l'époque, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et donc, Marx va dire simplement, cette théorie de la main invisible, elle ne fonctionne pas. Elle ne peut pas fonctionner à l'échelle de la vie humaine. À un moment donné, on ne va pas attendre éternellement que l'offre et la demande s'équilibrent. On va crever. D'accord. On va crever, littéralement. Et c'est ce qui se passe effectivement au XIXe siècle. Au XIXe siècle, tu as des ouvriers surexploités, maltraités, au fond des mines. On fait travailler les enfants, on fait travailler les femmes, 70 heures par semaine, 6 jours par semaine, si on est bien gentil, si on ne veut pas vous faire bosser le dimanche en plus. Ça va donner des révoltes sociales. C'est d'abord dans la pratique, c'est d'abord des révoltes sociales qui vont avoir lieu. Et ensuite, Marx, lui, va théoriser le truc. Avec cette idée, donc là, on passe au marxisme. Ouais, Tout à fait. Allez, on y va. Ça va On essaie de suivre, hein, voilà. C'est facile, on va y aller doucement. On va trinquer, on entend Parce que... Skoll Skull, le crâne, hein, c'est le crâne. Et c'est quoi, parce que t'es alsacien, c'est ça? Ils sont... Non, Skilt, c'est santé. Oui. Non, les Alsaciens sont plus cool. C'est les Nordiques, tu sais, les Scandinaves, les Vikings, là, ils disent Skull. Skull, c'est le même mot qu'en anglais, ça veut dire crâne. Ouais. Quand ils trinquent... Si on pouvait revenir à Marx aussi, ça serait cool. D'accord. C'est pas des gens joyeux, les Scandinaves. Alors, Marx, c'est un juif allemand, comme tout le monde le sait. Converti au protestantisme. Donc lui, il est pour l'économie administrée, c'est consiste à dire, on va pas attendre 100 000 ans que l'offre et la demande s'équilibrent, on va mettre en place un système où l'État distribue les biens aux personnes. C'est simple. Via une bureaucratie centralisée. D'accord. On va pas se faire chier. Il y a une production globale de la société produit plein de trucs. Dans cette société, il y a des individus, toute la production est redistribuée à tous les individus. Truc mathématique simple, pas de problème. Ça peut fonctionner comme ça. Sauf que pour ça, on se débarrasse du libéralisme. On passe dans un modèle économique qui est à l'opposé total, où l'État a tous les pouvoirs, et l'histoire du communisme nous a montré à quel point ça pouvait être... ça marche pas, quoi. Dangereux, vraiment dangereux. À un moment donné, c'est des millions de morts. Les Ukrainiens, faut en discuter avec eux, ils connaissent bien le sujet. Tu parles là, tu fais référence à la grande famine des années 1930 en Ukraine. Et combien de millions de morts? 6 millions. 6 millions de morts sur une économie planifiée. Ouais. En fait, on force une économie à être planifiée. Oui, c'est par la force que ça se fait, c'est-à-dire que tu as des paysans en Ukraine qui produisent du blé, et ces paysans, on leur envoie l'armée, et l'armée dit, telle quantité de blé doit être amenée à Leningrad, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, à Moscou, parce qu'il faut nourrir les ouvriers. Le problème, c'est ça. Le problème vraiment de la révolution russe, sur le fond, c'est ça. C'est qu'on a des ouvriers qui sont les moteurs de la révolution, mais ces ouvriers, ils font rien à bouffer. Ils font de l'industrie, ils font du charbon. Et il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Et donc, pour les nourrir, on va voir les paysans et on leur dit, voilà, on a tant de bouffe qu'on vous prend. Donc c'est la réquisition. Voilà. Et c'était le grenier à blé à l'époque avec une terre très noire, le Tchernosium, la terre noire. Et donc c'est parmi les meilleures terres du monde, terre à céréales. Et donc dans ce grenier à blé, c'est la réquisition des récoltes. C'est là, mais pas la réquisition de la totalité. C'est-à-dire qu'il y a un quota, il y a une quantité qui est exigée par Staline, parce qu'à l'époque c'est Staline. Et comme tous les apparatchiks communistes de l'époque veulent faire du zèle et veulent se faire bien voir par l'appareil central du parti, eh bien, ils explosent les quotas. Donc ils affament les paysans. Alors au début, ils ne les affament pas. Au début, c'est très dur pour les paysans, mais les paysans survivent. Ça, c'est la première année. Et la deuxième année, Staline leur dit « Ah, vous avez fait tant, merveilleux, vous me refaites tant l'année prochaine. » Et là, ils refont du zèle et ils rajoutent.
Et à ce moment-là, c'est la famine, c'est la mort pour des milliers de gens. Et tous les paysans qui résistent, qui se laissent pas faire, etc., soit ils se prennent une balle, soit ils sont déportés en Sibérie, et on n'entend plus parler d'eux. Sachant que dans le monde libéral, qui est l'autre monde, il y a eu deux grandes famines. Une qui est en Irlande au 19e siècle, la crise de la pomme de terre, qui fait que beaucoup d'Irlandais sont partis émigrer définitivement aux États-Unis. Tu peux nous en parler un petit peu? Il y a une deuxième qui est plus importante, où il y a des millions de morts dans la même ampleur que ce que vient d'écrire Alexis, qui est en Inde. C'est-à-dire au nom de la liberté du commerce, définie par Adam Smith en invisible en fait, on empêche les Indiens. Alors là on parle de la colonie indienne qui était sous le... C'était une colonie indienne. Hein. C'est une colonie anglaise, l'Inde était une colonie. Tout à fait. Et alors? Et en fait, comme le principe d'un empire et le principe c'est la liberté de commerce, on empêche un pays de développer, ou une colonie même, de développer ses moyens de production en fait. Là tu parles du coton en Inde ou... Non, même la nourriture. Et simplement, en fait, il y a une partie qui va à l'exportation contre l'autosuffisance du peuple indien. Et donc ça a créé des grandes famines. Je crois qu'il y en a au moins 4 entre la moitié du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, qui ont créé des millions de morts en Inde, colonie britannique. Donc c'est pour dire qu'on voit les effets identiques pour deux systèmes différents, l'un libéral, l'autre marxiste, et qui s'opposent. Et ça, on y reviendra par la suite, on y reviendra dans la deuxième partie. Alors donc, ce qu'on a chez Marx, c'est cette idée d'économie administrée par l'État, où donc on capte et on redistribue, avec dans l'idée que s'il n'y a pas assez à redistribuer pour tout le monde, on sacrifie une partie de la population. Voilà, parce que, on réduit les rations alimentaires, c'est comment ça on sacrifie une partie de la population? On considère qu'une partie de la population va... Alors ça c'est plus politique je dirais, mais à un moment donné on va développer aussi cette théorie complètement paranoïaque chez Staline, du fait qu'il y ait des traîtres partout. Et donc on va faire des quotas de traîtres aussi, comme on fait des quotas de blé, on va faire des quotas de traîtres. Donc tous les ans il faudra qu'il y ait tant de milliers de traîtres dénoncés, trouvés, arrêtés et emprisonnés et envoyés au goulag. Et tu vas avoir des milliers de gens qui vont être déportés dans le goulag, qui vont essayer de développer la Sibérie comme ils peuvent, faire pousser des routes, des voies ferrées, ou des barrages, enfin voilà. Le peuple tchétchène a été déporté dans son intégralité non, pas dans son intégralité, mais Staline il a fait un coup de force par rapport aux Tchétchènes qui est complètement hallucinant. Il a déporté 300 000 Tchétchènes en une semaine. En une semaine, 300 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez quoi. C'est par train, par train entier. Il les a dégagés de Tchétchénie, parce que la Tchétchénie a toujours été une zone rebelle vis-à-vis du pouvoir russe, mais même déjà sous les tsars. Et Staline a été hallucinant d'efficacité, de puissance vis-à-vis des Tchétchènes. Poutine, c'est un enfant de cœur à côté. Malgré tout ce qu'on peut penser de Poutine, ce que les Tchétchènes peuvent penser de Poutine, Staline c'était 100 fois pire. D'accord. Donc là on finit sur le marxisme. Oui. Alors, juste le défaut du marxisme, le problème du marxisme, c'est que dans la théorie c'est bien, on se dit voilà, on a une production, on la redistribue, sauf que l'idée du marxisme, c'est qu'on ne peut pas faire ça dans un seul pays, parce que tu as des déséquilibres entre les pays, de l'un à l'autre, et il y a des pays qui peuvent faire de la rétention, parce que tu ne peux pas tout produire chez toi. C'est-à-dire que la Russie, elle a beau être grande, immense, etc., elle ne va pas produire de bananes, quoi. Ça, c'est Cuba qui en fait. Oui, mais ça sera plus tard qu'il y aura des accords avec Cuba. Et encore, Castro, il avait des choses à dire, il n'était pas franchement communiste au départ. Il est devenu par la force des choses. Mais l'idée du marxisme, c'est l'internationalisme. C'est l'idée que, à un moment donné, si on veut que ça fonctionne, que le communisme fonctionne, il faut qu'on soit, tous les pays du monde, solidaires, ensemble, et qu'il y ait un échange, un ordre mondial, si je puis dire, vraiment, qui soit un ordre mondial socialiste, où on répartit pour tous les individus de la planète toutes les richesses de la planète. Et là, ça c'est l'idéal communiste, magnifique, qui n'a jamais été atteint et qui a été complètement bloqué, combattu, notamment par les capitalistes européens, d'une part. Ça c'est au début de la révolution russe, et à un moment donné, il y a un machin qui s'est quand même appelé le nazisme, qui a été conçu pour aussi. Qui a été conçu pour lutter contre le bolchevisme. Contre le communisme. Et pour toi, il y a une différence entre le bolchevisme ou le communisme, ou c'est apparenté?
Pour moi, c'est pareil, sauf que, comment dire, les bolcheviks sont les communistes russes, quoi. D'accord. Mais voilà, ça ne va pas plus loin en termes de différenciation. Et c'est ça qui nous amène à Keynes. Juste sur l'international, encore une fois, pour faire un pont avec Adam Smith, lui aussi il parle de la République universelle des marchands, République universelle des marchands, donc il a une notion d'international. Ça veut dire quoi en termes pratiques, et vous allez comprendre très bien par rapport à aujourd'hui, entre autres la relation entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est de dire, vous n'avez pas toutes les ressources à votre disposition, vous exportez, attention, vous exportez vos matières premières, pas des matières transformées, des matières premières, vous le vendez dans le commerce international, vous avez de l'argent, et avec cet argent, vous importez, vous achetez ce que vous n'avez pas. Donc, à aucun moment dans cette République universelle des marchands, il y a l'idée de développer les moyens de production chez soi, c'est-à-dire de transformer les matières premières. En tout cas, il ne dit pas que c'est interdit, simplement il n'élabore pas là-dessus. Rappelez-vous, chapitre 1, division du travail, réflexion intéressante sur l'organisation du travail, puis on passe à autre chose dans le reste du bouquin. Donc là, pareil, dans la République universelle des marchands, des marchands d'Adam Smith, c'est on exporte ce que l'on a, et éventuellement, si on a un savoir-faire lié à l'histoire, on l'exporte, et on importe ce qu'on n'a pas. Alors, donc il y a quand même ces notions internationales chez les deux, et ce qui est une réalité. C'est de l'état passant. Là, on ne peut pas tout produire chez soi. Tu es en train de nous dire que les Indiens exportent leur coton en Angleterre, les fileries et les usines textiles sont en Angleterre et réimportent après les vêtements, le produit fini en Inde. Exact, ça c'est le modèle anglais, selon la théorie de M. Adam Smith qui, disons, soutient, ou en tout cas vient confirmer, c'est en fait le colonialisme. Mais si on veut pousser un peu plus loin, c'est aussi le commerce triangulaire lié à l'esclavage. Tout à fait. Et c'est... L'esclavage des Africains, c'est exactement la même chose. C'est que c'est un business qui est toujours à valeur ajoutée constante. Et c'est le génie du capitalisme, c'est aussi sa grande force. C'est de trouver des systèmes qui font que tout le monde est gagnant et qu'on gagne toujours plus à la fin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des milliardaires comme jamais il y en a eu dans l'histoire. Ça n'a jamais existé des gens aussi riches que ça. C'est quoi la proportion ? Il y a combien de milliardaires qui possèdent autant que la moitié de la population ? C'était quoi, une trentaine de milliardaires ? Alors tu as 1% de la population qui possède 50% de la richesse du monde. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que 99... Non, si, parce qu'on est en train de parler là de théories qui confortent, appuient, soutiennent ce mouvement, cette chose-là. dynamique-là. Et c'est ça qu'on apprend dans les grandes écoles, et c'est ça qu'en fait on donne aux gens, et même si les gens ne comprennent pas, il n'y a rien d'autre qui est développé par ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on essaie de démystifier. Ça amène aussi la théorie qu'on a chez Macron, le premier de cordée, la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que les riches s'enrichissent tellement qu'ils vont acheter plein de trucs, donc ils peuvent s'acheter des super yachts de 2000 m² ou je sais pas quoi. Pour construire ces yachts, ils vont embaucher des architectes nautiques, qui eux-mêmes vont embaucher des ouvriers, qui eux-mêmes vont embaucher des boulangers pour bouffer, pour aller au bistrot, etc. Et donc l'idée c'est celle du ruissellement, sauf que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui c'est que ça a une limite et que en réalité 90% ne ruissellent pas. On avait aussi ça, tu sais, tu donnes 1 million d'euros à une personne, grosso modo, tu as une chance sur 2 qu'elle fasse de la merde avec ça. Oui. Si tu donnes 1000 euros à 1000 personnes, Oui. tu as toujours une chance sur 2 que les mecs fassent de la merde, mais donc ça fait quand même 100 personnes qui peuvent faire quelque chose d'utile pour la communauté. Enfin bon, c'était juste un petit aparté. Donc Keynes. On va pas sortir des chiffres. Alors Keynes, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors Keynes. Donc ça c'est le troisième point, c'est Keynes. Et là c'est la partie la plus intéressante sur le sexe. Restez bien concentrés. Allez, je te resserre. Mollo les gars, niveau pinard. Alors Keynes, lui, c'est pas un partisan du marxisme, mais c'est un type qui est conscient en même temps que les abus du libéralisme sont en train de détruire le libéralisme lui-même. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé chez Marx, mais qui est très important, ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire que la profitabilité capitaliste, le profit retiré sur les produits vendus, a tendance à baisser. Pourquoi? Alors, il a tendance à baisser pourquoi? Je peux expliquer moi très simplement. Vas-y. C'est-à-dire à tout mode de production donné. Tiens, on va prendre l'esclavage, c'est un très bon exemple. Allez, on pense un peu comme un capitaliste qui ne fiche rien de la morale. Donc j'ai besoin d'esclaves dans mes champs de coton au sud des États-Unis. Très bien. Donc j'ai besoin de mon quota d'esclaves. Vu que dans ma conception esclavagiste, je ne vais pas éduquer ces gens-là, je ne vais pas leur apprendre à lire, à écrire, à contrôler des machines, etc. Donc ils produisent toujours de la même façon. Simplement, ces cons, je ne vais pas les aider non plus lorsqu'ils ont des problèmes de santé. Donc je ne vais pas créer les conditions de sécurité sociale pour les esclaves. Je ne vais pas bien les nourrir.
Donc rien à foutre. Donc à un moment, il y a beaucoup de mortalité chez mes esclaves. Donc Ouais. j'ai besoin d'en acheter régulièrement. D'accord. Simplement, ces cons d'Africains, ils sont pas cons. Donc du coup, en fait, au bout d'un moment, quand l'esclavagiste il veut aller chercher au marché des esclaves, ben, le marché des esclaves, ils sont de plus en plus chers les esclaves. Parce que en Afrique, les gens ont bien compris que ce que venaient faire les Blancs, c'était venir les chercher. Donc ils s'enfuient dans les terres. Ouais, Donc il faut d'accord. aller de plus en plus loin et faire de plus en plus d'expéditions pour aller chercher des esclaves, de gens qui sont des êtres humains, qui comprennent la folie dans laquelle on veut les mettre, donc du coup qui s'enfuient. D'accord. Du coup, il y a de plus en plus d'expéditions qui coûtent de plus en plus cher, parce qu'il y a des gens qui meurent aussi dans ces expéditions pour ramener des esclaves. D'accord, donc ils vont de plus Donc, en le plus prix loin de dans les l'esclave, terres. excuse-moi de D'accord. parler un peu de manière grasse, mais c'est comme ça, le prix de la main-d'œuvre esclave de plus en plus cher sur le marché des esclaves au fur et à mesure des années. D'accord. Or, la production sur mon champ de coton, elle bouge pas, puisque je veux pas les éduquer, je veux pas les former sur des machines-outils, parce que ça demande des capacités intellectuelles, je veux pas. Donc mon niveau de production, il est à peu près constant. D'accord. Or, le prix de l'esclave est toujours de plus en plus cher. Donc à un moment donné, je fais de moins en moins de profit, puisque ça me coûte de plus en plus cher de payer des esclaves à production constante, à productivité constante. Baisse tendancielle du taux de profit. D'accord. Et c'est cette baisse tendancielle qui amène à des crises. C'est-à-dire que ce qui est dit pour les esclaves, ça vaut pour les bananes, ça vaut Ça pour vaut les pour voitures, tout, ça vaut pour les actions de chez Goldman Sachs. C'est le même vrai, principe. c'est le même principe pour tout. Et donc à un moment donné, tu te retrouves à un effet de seuil, c'est-à-dire que tu n'as plus de profitabilité du produit. Zéro. Le produit ne rapporte que dalle, il ne rapporte plus rien, et donc tu abandonnes en réalité la production. Et en abandonnant la production, tu abandonnes les salariés qui y bossent, tu abandonnes voilà, toute la société qui s'est construite autour de ce business. Donc le business s'effondre, tu as des crises économiques régulières, et Marx l'a dit déjà, enfin 1850, il était déjà au clair là-dessus. Il y a des crises économiques régulières, comme celle qu'on a connue en 2008, comme celle qu'on a connue en 2001. En Et celle de 95, 1929. et celle de où 29. Keynes arrive 2 ans après avec sa théorie. Et justement, c'est Dans ce contexte de crise. cette suite de crises économiques. La question est, si Marx a raison de diagnostiquer ces crises, eh bien, on est obligé de devenir marxiste. Or, les capitalistes, eux, ça les arrange pas du tout de devenir marxistes. Ils n'ont pas du tout envie de ça. Eux, ils ont envie de garder leur fric privé, leur fortune, leur richesse. Ils n'ont pas envie que ça devienne un monopole d'État. D'autant plus, si ça devient un monopole d'État, ils se le feront piquer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire, tout inventer, tout créer pour sauver leur capital. Et pour que les communistes ne prennent pas le pouvoir, que les communistes ne passent pas. Quitte à favoriser un type comme Adolf Hitler, pour que Adolf Hitler lutte contre les communistes, pour éradiquer le communisme à tout prix, c'est le cauchemar. Franchement, pour ces gens-là, c'est le cauchemar. D'accord. Et donc Keynes arrive, et lui, qu'est-ce qu'il propose? Alors Keynes, c'est début du XXe siècle, hein, c'est ça? Enfin, lui, il est né à cette période-là, mais sa théorie générale, donc je ne me trompe pas, de l'intérêt, des prix et de l'emploi, sort en 1931, si je ne me trompe pas. Non? Ah, je sais pas, je connais pas les dates. Je crois que c'est 1931. Mais enfin, oui, Moi, il c'est me semble que début c'est- des années 30. Il me semble que c'est plus tôt, C'est parce plus tôt qu'il D'accord. avait déjà élaboré la théorie avant que la crise de 29 arrive. D'accord. Donc il me semble que c'est avant 29. Après, quand exactement Enfin, c'est début. Alors cette théorie, elle repose sur quoi? Elle repose sur ce qu'on appelle la relance, donc qui sera appliquée dans le New Deal, mais qui sera aussi appliquée par Adolf Hitler, parce que c'est la même idée, c'est dans les deux cas. L'idée, c'est de mettre en place des dépenses d'État. Mais ça a été aussi appliqué pendant les 30 Glorieuses sous De Gaulle ou pas? C'est vrai qu'on n'est pas d'accord. Mais... Bon, bref, continue. Le- continue, le- non, vas-y, continue. Enfin, moi, il me semble qu'il y a une volonté de relance après-guerre qui est Oui. assez claire et qui mène aux 30 Glorieuses. Mais il faut bien comprendre, 30 Glorieuses, pourquoi? On a du 10% de croissance, grosso modo, pendant 30 ans, oui, mais parce qu'on part d'une France qui est rasée, détruite. Bien sûr. Et qui avait 30% de la production industrielle d'avant-guerre ou qui a quelque chose comme subi ça. la guerre. Hein. Enfin, voilà, Ouais. c'est pas la France joyeuse des bisounours, hein. C'est une France qui est cassée. Une tragédie. Et donc, quand tu reconstruis, forcément, tu peux faire de la croissance assez rapidement. Tout comme aujourd'hui, c'est triste à dire, mais la zone du monde où tu as le plus de croissance, c'est l'Afrique. Parce qu'il y a tout à Parce construire. que l'Afrique part de très très loin. D'accord. Et donc, forcément, c'est très facile d'avoir beaucoup de croissance dans ces conditions-là. Nous, on a tout. Aujourd'hui, l'Europe, c'est le paradis, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on a zéro croissance dans la zone. Parce que, Enfin, juste sur ça, effectivement, Keynes, c'est la relance par la demande. Donc, il y a en gros l'offre, la demande dans le marché. Et lui va plus s'intéresser la relance plutôt par la demande. Par la demande, donc C'est par pour la ça que- consommation, c'est ça? Oui. on va Oui, payer oui, des oui, gens, oui, on va tout à fait. les rémunérer pour qu'ils consomment. Voilà.
Mais du coup, c'est pour ça que des gens, entre autres de gauche, comme Ruffin, comme un certain nombre d'économistes, comme Lordon, etc., remettent en goût du jour Keynes, leur version moderne, donc néo-keynésianisme, etc. Mais moi, pour avoir lu le bouquin Théorie générale des intérêts, des prix et de l'emploi, non, sur les intérêts. En fait, il y a une chose d'abord pour comprendre un peu le truc, c'est que dans la préface allemande de sa théorie, qui est produite en 1936, ça par contre je suis sûr de la date, donc on est sous l'Allemagne nazie, l'auteur, Keynes, écrit dans la préface que sa théorie est aussi bien applicable dans un régime démocratique que dans un régime non démocratique, et il dit même dans sa préface allemande, que sa théorie a priori marche mieux dans un régime totalitaire que dans un régime démocratique. Et sa théorie... Ça, c'est Keynes qui écrit en 1936, préface allemande de sa théorie. Et sa théorie a été appliquée sous les nazis. Oui. Et alors juste là-dessus, quand Keynes écrit à Roosevelt, c'est là que je suis en porte-à-faux avec Alexis, par rapport au New Deal, Keynes met à la poubelle les lettres de Keynes. Roosevelt met à... Ouais, parce que Keynes, contrairement à Hitler, il fait évidemment une politique de relance par des grands projets. Tu parles de Roosevelt. Roosevelt, pardon. Contrairement à Hitler, fait une politique de relance par des grands projets. Pour donner un exemple, parce qu'on va, ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle, on va pas épiloguer, mais donner un exemple, la Tennessee Valley Authority. Donc c'est en gros, on va contrôler ce grand fleuve qu'est le Mississippi, qui provoque des drames humains chaque jour, enfin chaque année. On fait un certain nombre de barrages et on produit de l'électricité. En même temps qu'on fait ça et qu'on donne de l'électricité dans cet États-Unis très pauvre, qui est l'ancien endroit justement où il y avait les esclavagistes, qui est l'économie esclavagiste au 19e, début 20e siècle, arriéré, raciste, etc. On amène l'électricité et on emploie la main-d'œuvre sur place pour faire ces barrages. On qualifie les gens à travers ces barrages. Hitler, dans le même temps, il fait plutôt des autoroutes et des chemins de fer pour préparer la future guerre. Donc en fait, il y a grand projet et grand projet. Ça, c'est pas évident. Mais bon, bref. En tout cas, Keynes, il parle pas du tout de ça, en tout cas. De ces grands projets d'infrastructure, il parle pas de ça. Lui, c'est une relance par la demande. C'est à un moment donné, vraiment, par la consommation d'une part, et par une création d'emplois qui ne forcément n'a pas comme visée de passer à une hausse du niveau de vie et à une hausse de l'équipement du pays. C'est pas dans la théorie de Keynes, il n'y a pas de développement là-dessus en fait. C'est pas constitutif. C'est pas des projets de l'État. Voilà. Et d'ailleurs Keynes lui-même disait, parce que Keynes était homosexuel et quand il écrivait des lettres à son amant dans les années 30, il disait moi ce que j'adore dans l'économie c'est le sexe et les statistiques. D'accord. Et en fait, sa théorie générale de l'intérêt, des prix et de l'emploi, c'est justement en fait de faire des jeux statistiques. Pour lui, c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Et c'est ça sa théorie en fait. Donc c'est un peu coupé de la réalité quand même. Enfin, au fond. Oui. Il y a encore une fois une idée. Ok, je vais investir dans tel. L'État va investir. Donc effectivement, par rapport au libéralisme, on a l'impression que c'est pas libéral puisque l'État intervient. Contrairement. Il intervient comment? Donc c'est des grands travaux, c'est ça? Il investit. Il fait des injections monétaires, voilà, dans l'économie. Maintenant, mais alors, qui dit injection monétaire dit augmentation de la masse monétaire, donc inflation. Oui. Ouais. Et ça, il assume. Il dit à court terme, c'est pas un problème si ça relance et si ça repart. Mais il dit même l'inflation peut être une vertu. L'inflation, on dit bien que l'inflation c'est bon quand il y a de la dette, puisque ça permet de réduire la dette. Comme dit Keynes, c'est l'euthanasie des rentiers, et lui, Keynes, est contre les rentiers. Mais attention, pour montrer le piège, Macron, en bon bourgeois, il est contre l'économie des rentiers. L'ISF, remplacé par l'IFI, c'est quoi la réflexion? C'est la réflexion d'un petit bourgeois qui attaque les aristocrates rentiers. Mais est-ce que Macron a pour autant une théorie économique bonne? Non. Enfin, c'était juste une petite parenthèse. Mais c'est pas parce qu'il attaque l'euthanasie des rentiers... Ok, il y a un problème ou... Non, au niveau batterie, on est bon. Mais juste, effectivement, Keynes attaque, il dit c'est une bonne chose et c'est l'euthanasie des rentiers. Oui. Il n'aime pas les rentiers, Keynes, mais c'est pas parce qu'il n'aime pas les rentiers que c'est forcément suffisant. Mais parce que, en fait, là, actuellement, on a un problème énorme de dette. En France, on pourrait se dire, ce qu'on peut faire, c'est à la fois une dévaluation de la monnaie, si on sortait de l'euro, avec le nouveau franc, enfin, on peut imaginer une dévaluation de la monnaie. Ça s'est déjà passé, c'était en 58, non? Oui. C'était De Gaulle qui avait fait ça. Mais il n'y avait pas que ça.
Il n'y avait pas que ça. Il y a un régime de l'emprunt, il y a la création monétaire qui est possible pour l'État. Voilà, exactement. Ça, il n'y a pas dans Keynes. Il y a des façons d'emprunter l'argent qui ne sont pas les mêmes que celles que tu as sous le régime libéral. L'État français a vraiment très bien administré la question. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. Comme les Allemands aussi, d'ailleurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on a un certain Pompidou qui remet les choses en question. C'est ça. Mais il n'était pas keynésien, Pompidou. Non, Pompidou, c'est le retour du libéralisme. C'est le retour du libéralisme. C'est le retour de Smith, c'est le retour du point de départ dans lequel on était, du boulanger qui suit son intérêt privé et qui, suivant son intérêt personnel, va dynamiser l'économie. Mais lui, il voulait un franc fort, il voulait arrêter l'inflation, parce que sur l'inflation, on a un problème très simple, c'est qu'il faut que les salaires et les pensions et les retraites soient indexées sur l'inflation. Tout à fait. Et le problème, là on a un problème, mais très simple et pragmatique, l'inflation, elle est calculée par l'INSEE de façon ultra opaque. Oui. Et nous, l'inflation en tant que décile les plus pauvres de la société, parce que bon, grosso modo on est dans le même décile, quand on va chez Aldi ou Lidl faire nos courses, on voit bien que d'une année sur l'autre, les quantités diminuent et qu'on a une inflation cachée. Enfin, officiellement, en France, on est à combien d'inflation? Ça, alors officiellement, c'est les taux de la BCE, c'est grosso modo 2%. Mais on voit bien qu'on doit être à 8, 10, 12, 15% sur la diminution des volumes et des prix. Pas chaque année. Il faut comprendre ce que c'est que l'inflation. Il faut comprendre que c'est une exponentielle. C'est-à-dire que le problème, c'est que, désolé, là on va faire des maths. Oh non. Oh non. Bon, ça va, fuyez pas le live. C'est quoi la différence entre un bon mathématicien et un mauvais... Non. Alors, un bon mathématicien, il fait... On va essayer de se concentrer parce que là c'est compliqué, il est tard. Alors, l'inflation, elle est exponentielle, explique-nous ça. Les logarithmes, ils n'ont rien à voir. Explique-nous ça. Une exponentielle. Le principe, c'est que vous avez un produit qui vaut 100. Je sais pas, une barrette de shit, elle vaut 100. Une barrette de chocolat, merci. À 100 €, ok. Vous avez 2% d'inflation. Donc l'année suivante, elle vaut 102. D'accord. Sur ces 102, vous avez toujours 2% d'inflation sur l'année suivante. Alors là, vous ne passez pas à 104, vous passez à 104,x. Je ne fais pas le calcul exact. Ensuite, sur ces 104,x, vous avez de nouveau 2%. Et là, on va passer à 107, 108, etc. etc. C'est-à-dire qu'au début, admettons que vous ayez une inflation constante de 2%. Au début, ça fait 2%. Ça vous coûte pas cher. Ouais. L'année suivante, ça fait 2,1. L'année suivante, ça fait au bout de 10 ans, 3. voilà. Mais le problème, c'est qu'au bout de 20, 30 ans, ça fait du 5, du 6, du 8. Et là, vous le sentez passer. En fait, on retrouve là, tu sais, c'est les tickets de caisse d'avant le passage à l'euro. Quand en 99, les gens avaient gardé des tickets de caisse et ils se sont amusés en 2017 à faire exactement les mêmes courses. Et là, finalement, tu vois que les prix ont été multipliés par un facteur énorme. Oui, c'est ça. C'est ça une exponentielle. D'accord. Okay. C'est tout le malheur de l'humanité, et là, c'est de ne pas comprendre ce que c'est qu'une exponentielle. Vraiment, faites des maths un peu. Mais juste vous voyez la courbe, c'est une courbe qui fait comme ça. Mais tant que les salaires... Au début, ça augmente peu, et puis à un moment donné, vous avez un effet de seuil qui fait que ça augmente très vite. Mais tant que les salaires et les pensions et les minima sociaux, les pensions d'handicapés, d'invalidité, etc., sont indexés sur l'inflation. Alors après, inflation avec un vrai calcul transparent ou pas, ça c'est autre chose, mais quand au moins c'est indexé sur l'inflation, on peut dire que l'inflation n'est pas un problème pour le salarié. Alors là, on va essayer d'en venir à la courbe de Phillips. Alors juste avant, essayer d'expliquer ça. Ouais, juste rapidement. Donc juste pour ceux qui sont largués, inflation, c'est une hausse des prix dans le temps. Voilà. Bon, par rapport à l'année avant, etc., par rapport à l'année suivante. Voilà, c'est une hausse des prix dans le temps, c'est très simple. Maintenant, effectivement, l'INSEE fait un boulot de merde. Bon, c'est une chose. Maintenant, mais surtout parce que c'est opaque. Leur calcul de l'inflation est opaque. C'est pas que l'INSEE. Oui, c'est général. Eurostat au niveau européen, c'est pareil. Au niveau européen, etc. Mais c'est un des objectifs, c'est ce qu'a dit Alexis, un des objectifs principaux de la Banque Centrale Européenne, qui est une banque centrale indépendante, créée par le traité de Maastricht en 92. Indépendante des États. Indépendante des États, de tout. Oui, pas indépendante des banquiers. Mais effectivement, c'est là que ça devient compliqué et en même temps très simple. On ne peut pas juger si l'inflation c'est bon ou mauvais si on le déconnecte d'abord des salaires,
si ça suit ou pas, s'il y a une augmentation des salaires. Et cette chose, inflation, ne peut pas être déconnectée. Est-ce qu'il y a une économie qui se développe ou une économie qui se Stagnation. rétracte? Si on déconnecte les deux, ça veut dire n'importe quoi. En fait, il y a eu une inflation importante dans les années 80, importante, mais il y avait aussi les salaires qui suivaient. Donc on ne peut pas déconnecter. Au début des années 80. Ouais, début des années 80, tout à fait. Et donc ça, c'est une fraude de dire on veut. Parce qu'aujourd'hui, on veut un taux d'inflation. Enfin, ils veulent un taux d'inflation relativement bas de 2%. Mais Inférieur à 2%, ouais, c'est inférieur ça? à 2%, objectif de la Banque Centrale Européenne. Dans une économie qui se rétracte. Par ailleurs, dans une économie où depuis le milieu des années 2000, de manière claire, en plus de la question de l'euro, la monnaie en tant que telle, il y a aussi une augmentation des prix des matières premières. Parce qu'on vit dans un monde donc il y a un fini. double cumul. On vit dans un monde fini. Oui, et en fait, il y a des innovations, mais il n'y a plus de découvertes scientifiques fondamentales qui permettent en fait de passer à un niveau de plateforme économique ou d'organisation du travail supérieur. Il n'y a pas de changement de paradigme en fait, c'est ça? Ouais. Mais pourtant, Internet, l'informatique, la fibre optique, ça permet de Ouais, mais faire des le taux économies. d'équipement d'irrigation dans le monde, t'as regardé? Le nombre d'agriculteurs qui travaillent toujours à la bêche comme ça, en train de se cruer le dos. T'as regardé ça? Donc en fait, à un moment donné, je suis d'accord, hein, l'informatique et le numérique, mais à un moment donné, là on parle de production physique, de biens. D'accord. Donc ça peut accélérer, ça peut être de l'innovation, et je ne suis pas contre l'innovation, c'est pas la question, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière, et les visées de cette innovation. Mais juste, donc il y a eu cette augmentation des matières premières, il y a le passage à l'euro qui a fait augmenter les prix, d'une part. Donc l'inflation basse, entre guillemets, dans une économie qui se rétracte. Donc les gens qui déconnectent les deux sont des menteurs. Et l'inflation, on ne peut pas le comprendre. Et c'est pour ça que pour revenir à Smith, Keynes et Marx, à un moment donné, ce qu'ils oublient, ces gens-là, à un moment donné, c'est le contexte dans lequel leur théorie s'applique. Mais tu es en train de nous dire que finalement, remettre du Keynes dans l'économie, faire du néo-keynésianisme, ça serait une erreur dans la situation actuelle? Ça dépend à quel terme Ouais. tu le poses. Ça dépend à quel terme. Et c'est pour ça que il y a, ça, on y viendra dans la deuxième partie. Moi, j'aurais voulu parler de ce qu'on appelle la courbe de Phillips. Moi, c'est Étienne Chouard qui m'a fait découvrir cette fameuse courbe, à l'époque où Étienne Chouard disait des choses intéressantes. Je suis désolé, mais il est il tourne un peu en rond aujourd'hui, Étienne Chouard, mais il y a eu une époque où moi, il y avait des choses intéressantes à dire. Alors, le principe de la courbe de Phillips, c'est qu'il y a une corrélation entre l'inflation et le chômage. Donc, alors, ici, nous avons l'inflation. Ici, nous avons le chômage. Alors, comme je l'ai fait, plus l'inflation est haute, plus le chômage est bas. Plus l'inflation est faible, plus elle est basse. Là, c'est les fameux 2% de la BCE. D'accord. D'accord. Plus tu as de chômage important. Ah non, En fait, un chômage structurel. Tu as un chômage structurel qui a été choisi, qui a été voulu. Alors, je vais d'abord expliquer la courbe de Phillips. La courbe de Phillips, elle montre qu'il y a une corrélation entre l'inflation. Donc, plus ton inflation est basse, donc quand elle est à 2%, et non, mais en fait, je me suis trompé, c'est comme ça, plus tu as de chômage. Le chômage est très élevé quand tu as un 2% de croissance. En gros. 2% d'inflation? Non, non, c'est juste 2% d'inflation. 2% d'inflation. D'accord. C'est un constat empirique, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à démontrer pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, plus l'inflation est basse, plus le taux de chômage structurel est important. Ça s'est vérifié partout, dans tous les pays? Non, c'est pas toujours vérifié, mais dans la plupart des cas, c'est vérifié. Alors, justement, ce qui nous intéresse, Il y a des c'est exceptions. les exceptions. Dans quel pays ça s'est pas vérifié et pourquoi? Aux États-Unis, sous Clinton, alors Clinton, il faut comprendre, c'est la phase de transition, c'est après la chute du mur de Berlin, c'est après la chute du communisme. On passe d'une économie américaine, et c'est après Reagan aussi, on passe, enfin Reagan-Bush, Ouais. on passe d'une économie en réalité qui était une économie relativement keynésienne américaine, qui était keynésienne pour des raisons de lutte contre le communisme. Donc, c'est le programme de guerre contre les étoiles, toute l'industrie Oui, d'armement, c'est tout etc. ça. D'accord. C'est tout ça. À un paradigme qui va être le paradigme de on a gagné, les communistes sont morts, on peut revenir au libéralisme sauvage. Adam Smith, c'est ça? Voilà. Ok. Et donc, dans cette phase de transition,
il y a un moment où effectivement on a une inflation faible et un taux de chômage faible, les deux en même temps. Mais la plupart du temps, selon la courbe de Phillips, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que si tu as une inflation forte, c'est-à-dire si les prix augmentent beaucoup, tu as un chômage faible, pour la bonne et simple raison que les gens, pour bouffer, ils sont obligés de bosser. Déjà, rien que ça. Quand les prix augmentent, bah, tu peux pas te contenter de tes allocations chômage, tu es très vite obligé de te remettre au boulot pour avoir à manger. Et ensuite, si les salaires sont indexés, parce que c'est aussi cette hypothèse-là qui est très importante dans le keynésianisme, c'est qu'il faut que les salaires soient indexés sur l'inflation. C'est ça. Donc si les prix augmentent de 2% par an, eh ben, il faut que les salaires augmentent de 2% par an. Tout salaire confondu, quel qu'il soit. Et donc ça, comment dire, c'est une découverte importante. Je me suis un petit peu perdu par rapport à la question de l'inflation. C'est-à-dire que quand on pose la question de savoir si l'inflation c'est bon ou pas, tu as les libéraux qui vont te dire « Oh là là, l'inflation c'est horrible, ça augmente les prix, ça appauvrit les gens. » Alors ça appauvrit qui? Ça appauvrit les rentiers. Non, si tu prends dans l'absolu, si tu dis qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire corrélative, ça appauvrit. Oui, d'accord, d'accord. Mais s'il y a une augmentation... augmente, mais le niveau de vie reste constant. D'accord, même non, non. baisse. Mais si les salaires et les pensions sont corrélés à l'inflation, Oui. Là, l'inflation, elle n'est néfaste que pour les rentiers, le capitalisme dormant, on est bien d'accord. Oui, pour le capital. Si par Alors ça, ailleurs, il il faut y a une expliquer aussi économie un qui peu. se développe aussi, qui Dans est en une- contraction aussi. Il faut rajouter cette troisième dimension. Parce que C'est très important. pour ceux qui ne sont pas économistes, il y a un point Ah. qu'on a oublié d'expliquer. Voilà. C'est que quand les prix augmentent, imaginons, c'est la théorie des hélicoptères. Hein. Oui. Il faut quand même expliquer cette théorie des hélicoptères. Tout à Donc fait. imaginons que demain des hélicoptères se baladent au-dessus de Paris et que les hélicoptères balancent des billets de 500 €, comme ça, par milliers, D'accord, et que tout le monde ait que à se baisser pour ramasser les billets de 500 €. d'accord. Imaginons que ça arrive demain. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Est-ce que tu parles du salaire universel, là ou... Non. Non, d'accord, non. ok. Automatiquement, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. C'est le principe de la création monétaire. Tu crées de la monnaie, Ex nihilo, à partir de rien. à partir de rien, tu t'imprimes des billets avec ta photocopieuse et hop, tu balances ça sur la planète. Enfin, sur un pays ou sur une ville. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont de l'argent gratuit. Avec cet argent gratuit, ils vont consommer, ils vont acheter des trucs. Ils vont se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir me payer une nouvelle chaîne IFI, le nouvel écran plat, une D'accord. nouvelle bagnole, je sais pas quoi. Et donc, le commerçant qui voit cette affluence de clients qu'il n'avait pas d'habitude, Mhm. il va se dire, ah tiens, il y a plein de gens qui sont prêts à acheter la bagnole, machin, que j'arrivais pas à vendre avant. Eh ben, je vais augmenter le prix. Ah bah oui. Donc, quand tu crées de la monnaie, tu fais de l'inflation. Mhm. La création monétaire produit de l'inflation, les prix augmentent parce que on a créé de la monnaie. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Faut que j'arrive à le retrouver. Ah, mais moi, attends, là, j'ai une petite question. Ben. Parce que la Fed en a créé de la monnaie. Exactement. Tout à fait, Exactement. Et la BCE en a créé aussi de la monnaie. tout à fait. Exactement. C'est les quantitative easing et la Bank of Japan aussi. Mais alors là, il y a un truc que je comprends pas. Parce qu'au niveau de l'Europe, ils veulent une inflation faible, apparemment, parce que l'Europe est sur un modèle allemand et les Allemands ne veulent pas d'inflation à cause de l'histoire, etc., d'un traumatisme historique. Oui, mais c'est Ok. pas que ça. Il s'agit aussi de préserver les intérêts des rentiers. Mm. Sur le fond, c'est ça. Enfin, moi, c'est ce qui me semble. Bien hein. sûr. La réalité économique, c'est ça. Mais alors, pourquoi Il la s'agit pas création... d'avoir peur du retour du Troisième Reich, c'est pas ça. Le principe, c'est que si tu fais une inflation faible, et tu as des outils, la BCE a les outils pour le faire, avec les taux directeurs, etc. Si tu fais une inflation faible, tu préserves la richesse des rentiers, eux ils restent riches, D'accord. d'accord? Mais cette inflation faible, comme je disais précédemment, au début c'est du 2%, et puis quand tu t'avances dans l'exponentiel, ça commence à être du 8, du 10, du 20, et là, ça te prend à la gorge la population tout entière. Le rentier, lui, il reste riche, D'accord. son capital est garanti et conservé. Par contre, le pauvre, lui, il a de plus en plus de mal à finir les fins de mois, il a de plus en plus de mal à bouffer, Avec un chômage structurel. avec un chômage structurel. D'accord. Mais alors, il y a un truc là que je comprends Alors pas. moi j'ai une réponse sur les banques centrales. Parce que, en gros, avant la crise financière, il y a quelque chose qui fonctionnait bien qu'on appelle le marché interbancaire. Ça ne concerne pas les États, ça ne concerne pas les particuliers, c'est bien comme c'est dit, interbancaire, entre les banques. Donc les banques se prêtent entre elles, parce qu'au quotidien, les banques n'ont pas toujours les mêmes besoins. Donc elles se prêtent entre elles. Ok, arrive la crise financière, on découvre que toutes les banques du monde ont des produits pourris dans leur coffre, des produits financiers qui valent rien, etc. Donc du coup, il n'y a plus de marché interbancaire, de facto, ça marche plus. Donc les banques centrales vont prendre le relais, c'est-à-dire que les banques
vont plus prêter entre elles puisqu'elles se font plus confiance, et elles ont raison. Du coup, elles vont aller au guichet de la Banque Centrale Européenne, au guichet de la Réserve Fédérale, vont donner leurs titres pourris, les titres financiers, et en échange, la Banque Centrale Européenne, et en échange, la Réserve Fédérale va donner de l'argent, du bon argent, à des taux d'intérêt quasiment nuls. Quasiment, je crois qu'au niveau de la Banque Centrale Européenne, elle prête de l'argent aux banques privées, ces banques centrales, privées de facto aussi, enfin, qui servent ces intérêts, à 0,2-0,3%. Oui, mais alors, cette création monétaire, pourquoi ça n'entraîne pas pas dans nos poches, ça va pas dans l'entrepreneur du coin. C'est pour continuer à spéculer. Oui, mais pourquoi ça n'entraîne pas une inflation? Hein? Pourquoi ça n'entraîne pas une inflation? Parce que c'est dans le domaine de la spéculation, c'est pas dans le domaine de l'économie réelle. Le problème, donc là, ça a des effets, mais ça n'a pas des effets directs. Le problème, et c'est là qu'on est assis sur un volcan, c'est le jour où en fait, à un moment donné, il y a une rupture de confiance et qu'on va rendre compte que c'est une fumisterie tout ça, entre guillemets, cette spéculation va contaminer l'économie réelle et en fait on aura une hyperinflation. Ça c'est le volcan sur lequel on est assis. Mais il y a des effets, et l'effet le plus pervers, c'est que autant il y a ces quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, ce que je viens d'expliquer, ou de la Réserve Fédérale, ou de la Banque du Japon, etc., dans le milieu financier, dans la spéculation, autant il y a un manque de crédit aux entreprises du coin, aux communes, aux investissements réels de l'économie réelle. Donc il y a une contraction des investissements dans l'économie réelle, alors qu'il y a une super gabégie, une orgie financière dans le domaine, une bulle, dans le domaine spéculatif. Donc là, on n'est plus du tout dans le keynésianisme, on n'est plus du tout dans Adam Smith. On est dans quoi? Alors si on est dans Adam Smith, parce que si on est revenu dans Adam Smith, à ce niveau-là. C'est l'idée que les banques, acteurs parmi d'autres acteurs, s'autorégulent. Donc il n'y a plus de régulation. Ah oui, elles ont pris un pouvoir politique à ce niveau-là. C'est la main invisible appliquée aux financiers. Alors juste, voilà, ça c'est vraiment d'Adam Smith. Alors les Allemands qui sont un peu pas cons, ont inventé, parce que pour être précis, on n'est pas en Europe dans le libéralisme, enfin dans l'Union Européenne, pardon, on n'est pas dans le libéralisme, on est dans l'ordolibéralisme. Alors c'est quoi l'ordo? Alors, c'est rien à voir avec l'ordon, quoique. L'ordolibéralisme, ordre, libéralisme. C'est-à-dire qu'ils ont constaté qu'il y avait un vice dans le libéralisme, c'est qu'au bout d'un moment, malgré la main invisible et la joie de commercer entre l'offre et la demande sans que l'État n'intervienne ou à minima, il y avait des monopoles qui s'instauraient. Donc pour éviter ces monopoles, on interdit que des entreprises, dans quelconque marché, puissent détenir plus de tant de % du marché. C'est concrètement l'Union Européenne qui a interdit de faire une grande entreprise européenne dans le domaine de l'aéronautique. Et puis ça a empêché la fusion au nom de l'ordolibéralisme. Alstom et Siemens. Voilà, exactement. Ça c'est l'ordolibéralisme. Un géant français et un géant allemand. Et pour les plus grandes larmes des présidents des deux entreprises. J'en connais un peu sur Siemens. Ils étaient dégoûtés. Alors, il y avait moyen de faire un géant européen, on l'a pas fait, on a préféré faire une collaboration avec les Américains. Ça, c'est l'histoire d'Alstom. C'est le scandale d'Alstom, on va pas venir là-dessus parce que c'est. Non, mais ça, c'est l'ordolibéralisme. Alors, l'ordolibéralisme, c'est ce dans quoi nous sommes dans l'Union Européenne. Ça reste du libéralisme avec une règle pour empêcher aussi bien des monopoles publics, ça on a bien compris, mais aussi des monopoles privés dans tel ou tel secteur. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est une petite exception. Mais ça reste le vice libéral qui est toujours là, en fait. Et on n'a toujours pas la séparation banque d'affaires et banque de dépôt, ça... Si. Si on l'a. Dans certaines banques, ça dépend des statuts des banques françaises. Je suis seulement sur les banques françaises. Tu as des banques françaises qui font cette séparation, tu en as d'autres qui ne la font pas. Alors, qui l'a fait et qui la fait pas? Alors, la font principalement les banques mutualistes. Donc Crédit Mutuel, Crédit Agricole, c'est des banques... Caisse d'épargne, ouais, Caisse d'épargne. Banque Populaire? Alors, Banque Populaire, je suis pas sûr, et Société Générale, je crois pas. La banque, enfin, les choses ont pas mal évolué. Caisse d'épargne, déjà, c'est pas Caisse d'épargne, c'est BPCE, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Donc ceux qui sont à la Banque Populaire, en fait, sont dans le même le groupe que la Caisse d'épargne, BPCE, de fusion en 2012. Et en fait, dans cette BPCE, vous avez Natixis. Natixis a perdu un fric monstre sur la spéculation immobilière américaine. Ils ont été renfloués par nous. Et par rapport, en fait, il n'y a pas de séparation à la BPCE. Par contre, les mutualistes, oui. Et ce que disent les banques mutualistes, les premiers qui tombent dans les banques en cas de krach financier, c'est les mutualistes. Parce que justement, ils n'ont pas cette variété d'activités. Ils ne sont pas trop grosses pour s'effondrer, contrairement aux autres. Si un Crédit Agricole, il est tout fait.
Oui, tout à fait. Un Too big crédit to fail. agricole, il est too big to Tout à fait, fail. mais il est pas. Mais il est séparé. C'est-à-dire que le crédit agricole, le principe, c'est que moi, j'ai eu les pires problèmes quand je suis venu d'Alsace en région parisienne pour avoir un compte de ma même banque. J'ai dû tout refaire toute l'ouverture de compte, D'accord. etc. J'ai dû Donc tout tu refaire. parles de banque régionalisée. Bah oui, parce que la d'accord. banque alsacienne, Ouais, le crédit agricole ouais. alsacien J'avais est pas compris. complètement séparé du crédit agricole d'Île-de-France. D'accord, mais alors, Ok. par rapport à ce que... J'ai pas Attends, compris. excuse-moi. Non, mais Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas compris la même question. pardon. non, Excusez-moi de revenir à quelque Oui, chose. oui. c'est une filiale. Oui, d'accord. D'accord. C'est pas la Par rapport à ce que tu as dit partie. tout à l'heure, on est assis sur une bulle spéculative au niveau du marché interbancaire. Ouais. Et donc tout le monde a à l'esprit le cas chypriote où les dépôts des déposants est mis sous séquestre en fait, C'est ça. n'appartient plus aux déposants et en fait sert à renflouer la banque. Donc voilà, il y a une question très simple. En France actuellement, sur les différentes banques, donc mutualistes ou pas, ou BNP, Lyonnais, etc., lesquelles sont les moins à risque, sachant que normalement on a un fonds de garantie des dépôts, mais qui n'est crédité que de quoi? De 5 milliards. 5 milliards, 5 milliards. 5 milliards d'euros. Donc à la limite, on sait que voilà, c'est pas suffisant. On sait qu'en France, les Français et les Françaises qui ont le droit à la protection de l'État, c'est-à-dire qui ont moins de 100 000 euros en épargne, en assurance vie, etc., c'est 2061 milliards d'euros, tout cumulé. D'accord. Donc ça ne sera pas suffisant en cas d'explosion de cette bulle sur la... J'ai pas eu juste une analyse, Vas-y, développe. C'est un peu l'improvisation. Allons-y. Le principe, c'est qu'il faut prendre en compte la question de la dette. Parce que fondamentalement, c'est ça. Je veux dire, la dette aujourd'hui, la dette française, qui, si je me souviens bien, équivaut au PIB grosso modo, français, elle est garantie, officieusement, elle est garantie par l'épargne des Français. L'idée, c'est que si demain on est en défaut de paiement, si demain l'État français n'arrive pas à payer sa dette, n'arrive pas à la payer suffisamment vite, Enfin, n'arrive pas à payer aussi les intérêts de la dette. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, est mise en garantie potentielle l'épargne des Français et le patrimoine de la France. Aussi le patrimoine immobilier, Versailles, Tour Eiffel. Et sachant que c'est depuis 2014, on ne sait pas à qui appartient la dette de la France. Il y avait une ordonnance de Maintenant, savoir. Maintenant, je sais. Voilà. Maintenant, on le sait quand même un peu, mais Il y a une chose là que tu parles, c'est le défaut de paiement de l'État. Maintenant, moi, ce que j'ai compris, c'est une banque en France s'effondre. Qu'est-ce qu'on fait? En 2007-2008, ce qui a été fait sous Sarkozy, conseillé par Michel Pébroux à l'époque, président de BNP Paribas à l'époque, première banque de France, c'est de renflouer ces banques. Non. Ah si, non, il y a des prêts qui ont été faits aux banques. Oui, ça a été de leur prêter, mais prêter contre remboursement, et l'État a gagné de l'argent dans l'histoire. Mais la question, c'est l'État a emprunté à qui? Puisque l'État, il prête pas comme ça de l'argent, il a emprunté à qui pour prêter aux banques? Et c'est là que c'est bien vicieux. Il a emprunté à des banques pour prêter à d'autres banques. Mais à quel taux ils ont emprunté et à quel taux ils ont demandé le remboursement? Zoup. C'est là qu'il y a arnaque. Mais en tout cas, ça c'est 2016-2008. En tout cas, il y a eu gain pour l'État. Ça m'a été confirmé par Ménard. En 2014, ils ont passé des lois au niveau européen et au niveau français. Au niveau français, c'est la loi de Pierre Moscovici, la loi sur la séparation des banques et renflouement interne, c'est comme ça qu'elle s'appelle, de juin 2013, voilà, un an avant, et la directive européenne, c'est août 2014. Et ces deux choses disent, la prochaine fois qu'une banque a un problème, on va renflouer d'abord, avant d'utiliser le mécanisme du contribuable qui viendrait donner un coup de main, le mécanisme que les actionnaires de la banque vont renflouer la banque, renflouement interne. Très bien. Simplement, dans ces deux lois, la française Moscovici, la directive européenne de 2014, on redéfinit ce qu'est un actionnaire de la banque. Un épargnant devient un actionnaire. Oh là là, la carotte. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus dans les détails. Ça, après, on peut aller dans le détail. Après, ils disent oui, mais il y a des hiérarchies. D'abord, ceux qui sont les actionnaires historiques. Ensuite, ceux qui ont plus de 100 000 euros. Et enfin, ceux qui ont moins de 100 000 euros, mais seulement en cas d'extrême. On revient à Chypre. Ils l'ont appliqué pour une seule banque. De facto, tout le tissu industriel et agricole de cette petite île, où il y avait déjà quand même 14-15% de chômage avant la crise chypriote, d'une banque,
la banque Laïki, je crois, dans de mémoire, on est passé à 38% en quelques mois. Pourquoi? Je vous donne un simple exemple. Ça, vous retrouvez ça sur un article du Figaro de l'époque de 2014. Vous tapez coopérative agricole Chypre Figaro, vous allez retrouver l'article. La coopérative, il y avait une seule coopérative agricole sur l'île de Chypre, qui fait partie de l'Union européenne, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, ils ont réuni tous leurs fonds. Ils avaient plus de 1 200 000 euros. Donc ils étaient au-dessus des 100 000 euros. Ils sont passés 104 000 euros. Ils ont ruiné complètement l'agriculture chypriote. Alors, est-ce que ça serait pas la solution? Ça, C'est un billet de monnaie locale. Une racine. C'est une racine, ça vient des Molières dans l'Essonne. C'est une association qui gère ça. Une racine, c'est égal à 1 euro. Et l'idée derrière, bien évidemment, c'est enlever de la monnaie du circuit des banques commerciales et de le réinjecter en circuit local, commerçants, petits producteurs, etc. Vous en pensez quoi, les gars? Là, comme ça, spontanément, pour moi, ça, c'est de la création monétaire. C'est de l'inflation. Ouais, bah pour premier élan, c'est relié à l'euro. Si l'euro s'effondre, qu'est-ce qui se passe pour le racine? C'est corrélé à l'euro. Est-ce qu'il est toujours indexé? Ah, évidemment, c'est facile de poser des questions comme ça, mais c'est la première chose qui me vient à l'esprit, quoi. C'est pas une monnaie indépendante. Moi, je voulais revenir à la fin du sujet. Enfin, ça va dépendre des statuts. Hein. Il va falloir qu'on vérifie Pour les l'instant, statuts non, de la parce racine. qu'elle est indexée sur l'euro. Voilà. Bon, c'était notre côté un petit peu tech. Hein. Sur la création monétaire, on peut y revenir, mais et sur les Dans la cryptos deuxième aussi. partie. Parce que les cryptos, Peut-être dans la deuxième partie, on va faire une petite pause. Là. Parce que sur la technologie, je veux juste finir sur le sujet qu'on avait à propos de la courbe de Phillips et l'idée que tu as une corrélation donc, entre l'inflation et le chômage. Le principe, c'est que si la BCE dit on veut une inflation faible, ça veut dire qu'on a un chômage fort. Ça veut dire que les riches, qui sont déjà riches, conservent leur patrimoine parce que l'inflation est faible. Bien sûr. Et ça veut dire que les pauvres, qui sont déjà pauvres, bah, eux, ils sont au chômage. Voilà. Donc ils gagnent moins, en théorie, selon les taux que tu peux capter en tant que chômeur d'un pays à l'autre de la zone euro. L'idée étant la suivante, c'est que moi on va élargir le concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une société de chômeurs. Enfin, une société avec beaucoup de chômeurs. Chômage de masse. Ouais. De chômage de masse, structurel, de long terme. Qu'est-ce que ça te donne comme société en réalité? Ça te donne une société qui n'est pas dynamique économiquement. Qui est ultra concurrentielle déjà. Non, justement, elle n'est pas dynamique. Parce que les gens ne travaillent pas d'une part, et parce que les riches n'investissent pas, ils conservent leur capital. Ah oui, c'est plus intéressant de conserver son capital, C'est plus simple. bien sûr, que de le risquer dans l'investissement productif. Tout à fait. Et donc, D'accord. l'idée, c'est que quand tu fais ça, ce que fait la BCE, la politique de la BCE actuelle, elle casse la dynamique économique de l'Europe. C'est une Europe qui ne travaille pas, ou enfin, pas qui travaille pas, mais qui travaille peu, d'une part, et c'est une Europe qui investit peu, aussi. Et donc, c'est pour ça. Alors, qui investit peu dans l'économie réelle. Même dans la spéculation, peu importe. L'idée, c'est que c'est plus simple de garder ton capital avec une inflation à 2%, sachant que ça te rogne un petit peu, mais c'est pas très grave, plutôt que de risquer ton capital dans des investissements dont tu sais que certains peuvent se casser la gueule, peuvent ne pas marcher du tout et que tu perds tout. Tu vois. Donc l'idée, c'est que les gens qui prennent des risques ne sont pas favorisés par ce système. Donc les entrepreneurs, les entreprises et les gens qui éventuellement pourraient créer de l'emploi aussi ne sont pas favorisés par Et ce de la système. richesse pour le bien commun. Voilà. Ouais. Et les gens qui pourraient travailler ne sont pas incités à travailler parce qu'il vaut mieux finalement être chômeur, il vaut mieux finalement ne pas travailler. Avec une inflation pas trop élevée, finalement ça passe. Alors, En sachant juste qu'une chose, c'est Oui, que le c'est- chômage de masse est utilisé pour les gens qui travaillent, qui ont peur de perdre à leur niveau de vie. Oui. Donc en fait, ils acceptent des conditions de travail qu'ils n'auraient peut-être pas acceptées dans, on va dire, soit le plein emploi, soit une situation où il est relativement facile de retrouver un emploi. Ben là, c'est plus difficile d'avoir cette forme de liberté et de ne pas accepter certaines conditions d'ordre, soit dans le collectif, soit d'ordre individuel en termes de ce qu'on demande aux travailleurs ou à la travailleuse, parce qu'on a la peur du déclassement, la peur du chômage. Mais ce qu'on Et sait, ça, c'est que quand tu as 6 millions de chômeurs, ou Oui. quasiment, parce qu'en fait, C'est si le on chantage prend- au chômage. Voilà. C'est Il y a le un chantage au chantage chômage. qui est très 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 mais très fort. le truc, c'est ce qu'on constate en entreprise, c'est que c'est pas productif du tout. Ah ben bien sûr, oui. En termes de croissance, ça ne Ah produit ben non, rien. non, non. Je veux dire, tu peux exercer la pression que tu veux sur un salarié, tu peux lui dire regarde les hordes de chômeurs qui sont prêts à te remplacer, lui faire Ouais. peur et lui faire des heures sup gratuites, etc., etc. Ça ne change rien. En termes Non, de non. croissance Bien sûr. économique concrète, on est à 0% depuis 15 ans.
Ce qui veut dire, c'est que Zéro. ça ne crée pas des travailleurs plus efficaces, plus motivés, plus créatifs, plus inventifs. Ça produit rien. Ça produit des travailleurs en C'est de fait dans la l'économie. routine. qui C'est de veulent- l'économie de rente, de Ouais. routine, Tout à fait. et où on va stresser les gens, on va leur faire peur pour rien. Pour rien, j'insiste. Pour T'as rien. des gens qui se suicident, t'as des gens qui font des burn-out. Tout à fait. Pour rien. Pour rien. C'est ça qui est hallucinant. Et donc, l'idée, quand on fait ce constat-là, c'est le constat, donc, à propos du bouquin de Ruffin et de l'interview de Lordon. Oui, la tentation est grande de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'inflation? Pourquoi est-ce qu'on ne relance pas la machine par de l'inflation en disant on va augmenter les prix, certes, mais on va indexer les salaires, du Voilà. coup on va relancer le travail, on va relancer la créativité, la compétitivité, l'innovation technologique même. On pourrait faire tout ça. Bah, ça semble logique, là, en tout cas. Et là, non, on est dans une économie de barons, de comtes et de marquis qui sont sur leur rente, une économie d'aristocrates, littéralement, c'est vraiment ça. On est revenu en 1789. Ok. Messieurs, c'était le... c'était le mot de la fin. Merci Non, le mot de pour... la fin, merci pour toutes ces informations. Le mot de la fin, c'est au revoir. Citoyens, Comme on dit chez moi, Yer mat. Ça veut dire bonne santé en breton. voilà. Ok. Alors, force et honneur, bien évidemment, chaque jour compte. Et puis, on ne lâche rien. Et montez des équipes, bande de glands! Yes.